Je me suis posé très tôt des questions sur la réalité qui m'entourait. Assez jeune, j'avais la sensation que ce que je voyais n'était pas la réalité, qu'il y avait quelque chose derrière. Mais c'était vraiment de l'ordre du pressentiment. Je ne pouvais pas l'exprimer mieux que ça. Je suis dans l'année de mes 19 ans. Je suis au hockey sur glace, je suis gardien remplaçant en Ligue nationale. Et puis je fais aussi parallèlement du judo. C'est un dimanche après-midi. Lors de ce combat, je me retrouve face à un gars qui est largement supérieur à moi au niveau technique. Moi je suis ceinture jaune, lui doit être ceinture noire ou ceinture marron. On commence le combat et je me retrouve projeté, prise de judo, hop, je vole. Et je retombe sur son pied. Donc, son pied comme ça, moi je me retombe, le dos, tac. Un bruit incroyable dans la colonne. Tout le monde pense que j'ai la fracture de la colonne vertébrale. Je suis à terre, conscient, je ne bouge pas, mais je suis conscient. On me transporte à l'hôpital sur une table d'examen avec des gens autour de moi. On me regarde, on n'ose pas trop me toucher. Et tout à coup, on me fait une manipulation et c'est là que ça commence, quoi. Je me retrouve au-dessus de mon corps. Je flotte au-dessus de moi. Je vois des gens, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis au-dessus de mon corps, mais je me vois. Je me vois souffrant, je me vois vraiment vraiment souffrant sur la table. Et plusieurs médecins autour de moi, quelques infirmières, et on fait un massage cardiaque. Je me retourne. Je regarde du côté du plafond, puis il n'y a pas de plafond, il y a un tunnel. On appelle ça un tunnel aujourd'hui, hein, mais il faut donner un nom à quelque chose qu'on ne comprend pas, quoi. C'est comme un tunnel, un grand tube, et je monte. Aucune notion de temps, aucune notion de douleur, un sentiment de plénitude. C'est incroyable, quoi. Cette aspiration, quoi, dans ce tunnel, vraiment c'est quelque chose qui est en moi, quoi. En 85, quand j'ai fait mon NDE, je travaillais à l'étranger. J'avais un diplôme d'ingénieur en informatique. J'avais fait 200 km pour aller danser. Moi, je ne bois pas d'alcool, hein. Je ne buvais pas d'alcool à cette époque. Et je suis revenu, il était 6 h du matin, je me suis endormi au volant. La voiture, en fait, au bout de la ligne droite, comme il y a un tournant à 90 degrés, la voiture était tout droit. J'avais ma ceinture que j'ai cassée. J'ai cassé le volant aussi avec mes dents, puisque j'ai une dent cassée. Le moteur était tourné, il y avait une roue en moins. L'ambulance est arrivée quelques minutes, même pas après. Et j'ai des souvenirs, j'en ai des frissons quand je raconte, c'est amusant. J'ai des souvenirs de quand je suis dans l'ambulance. À partir de là, je me vois. Je suis moi au-dessus de mon corps. Et les ambulanciers essayent de me réanimer parce qu'apparemment, je suis en arrêt cardiaque. Et moi, je leur dis non, je ne suis pas mort. J'ai été en salle de réanimation, donc ils ont essayé de me réanimer, apparemment sans trop y parvenir. Et moi, j'ai l'impression que je m'éloignais de plus en plus de mon corps. Alors, j'entendais ce qu'ils se disaient, mais je captais aussi leurs pensées. Je savais qu'intérieurement, ce qu'ils vivaient, comme si je captais aussi tout ce qui était leurs sentiments, mais aussi leurs sensations. Et puis à un moment donné, je me suis senti aspiré. Et là, j'ai senti que j'étais vraiment mort. Aucune peur, aucune crainte. C'était vraiment accueillant, quoi. À un moment donné, je suis face à cette lumière. Cette lumière, je peux la regarder dans les yeux. C'est 100 000 fois un soleil, 1 million de fois le soleil, mais elle ne vous brûle pas. Vous pouvez la regarder, elle ne vous brûle pas, puis vous sentez que c'est une lumière qui vous veut du bien. Personne ne vous veut du mal à ce moment-là. Et j'entends, ou je discerne une voix, ou on me pose une question. Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais un choix là. Je savais que si je passais cette porte, mais ça j'étais sûr, on me l'a fait comprendre. Tu ne reviens pas. Mais tu peux pas parler à quelqu'un dont tu ne reviens pas. Je me retourne et puis je vois des gens toujours massage cardiaque, les médecins, ça grouille un peu autour de moi. En regardant mon corps, je sentais de l'amour autour de moi. Je sentais que des gens voulaient que je revienne. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait pour moi, mais je sentais qu'il y avait une volonté que je revienne. Puis je me suis senti avec
avec des gens qui avaient de l'amour pour moi. Je pensais à ma famille. C'est vrai que je pense à ce moment-là, je pense à ma famille. Et je sais que je dois revenir. J'ai pris conscience que j'étais mort de manière terrestre, mais en même temps, j'étais tellement vivant, j'étais tellement bien, et puis je ne ressentais pas ni de tristesse, ni de colère, ni quoi que ce soit. Et à un moment donné, j'ai été aspiré dans un espèce de tunnel de lumière en forme de spirale, mais une lumière qui n'a rien à voir avec notre lumière terrestre. C'est une lumière qui est tellement forte, mais en même temps qui ne vous éblouit pas. Elle nous rassure, elle est vivante. Elle vient nous nourrir, elle nous enveloppe. Et là, je suis resté un moment seul, un peu seul, à voir des images de ma vie qui défilaient. Et puis est apparu 3 êtres de lumière, avec un amour et une chaleur et une bienveillance extraordinaires. Et ils ont commencé à me parler en disant que j'avais eu un accident de voiture. En fait, ce que j'avais vécu, donc c'était ma mort. J'ai vécu avec eux des moments de rétrospective sur ma vie, où j'ai vu, par exemple, à l'âge de 8 ans, où j'ai fermé les portes de qui j'étais, parce que j'étais quelqu'un de hypersensible. Et cette sensibilité n'était pas du tout adaptée au monde dans lequel je vivais. Mon père était quelqu'un d'assez sévère, même parfois ultra-violent. Et ça, j'ai revécu, mais en tant que spectateur, plus en tant qu'acteur. Et j'ai pu, moi, comprendre et voir, en fait, ce qui se passait dans ma vie. Pourquoi j'avais fait ça, comment. Ce qui fait que ça m'a libéré de beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout de cette violence que j'avais envers le monde. Moi, j'en voulais au monde entier. Et après, ils m'ont fait visiter des mondes. Ils m'ont fait visiter des mondes extraordinaires. J'ai rencontré des gens qui étaient décédés de manière terrestre, des anciennes personnes de ma famille, qui m'ont accueilli comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Ils m'ont expliqué que j'avais autre chose à faire que ce que je faisais et que je pouvais me guérir de toutes mes blessures terrestres, toutes mes souffrances et toutes ces incompréhensions finalement. Quand on arrive dans la matière, en fait, tout se densifie tellement qu'on n'a plus accès à qui on est. On n'a plus accès à cette lumière. J'ai décidé de revenir. C'est vraiment ma propre volonté. J'avais ce choix de soit de passer le tunnel, la porte, ou de revenir. Et j'ai décidé de revenir dans mon corps. Je rentre dans mon corps. Alors, ça dure de nouveau, c'est des fractions de secondes. Hein. Je me retrouve dans mon corps et c'est vraiment l'atterrissage, bam, dans le corps. Je ne suis pas rentré très bien. Hein. Je me rends compte, j'ai un peu mal partout. Tout le monde est satisfait, soulagé que je sois là, je sois revenu vivant. Je sais qu'il m'est arrivé quelque chose de bizarre, mais je ne comprends pas. Je suis médecin anesthésiste réanimateur et je m'intéresse aux expériences de mort provisoire depuis plusieurs décennies maintenant parce que j'ai eu une expérience personnelle qui m'a fait m'intéresser à ce sujet. Ça se passait en SAMU, je ne parvenais pas à réanimer un jeune qui était resté coincé dans sa voiture et au moment de son décès, j'ai physiquement senti une présence qui partait de son corps par le haut de son crâne et cette présence était vivante et joyeuse. Alors je sais que ça peut paraître complètement ahurissant de raconter ça, mais pourtant c'est ce qui m'est arrivé et cette expérience en quelques secondes a changé ma vie puisque je me dirigeais vers une carrière de médecin généraliste et j'ai voulu faire des études d'anesthésiste réanimateur à cause de cette expérience-là et m'intéresser à tous ces sujets à cause de cette expérience-là. L'anesthésie-réanimation, c'est une spécialité qui est particulièrement bien exposée pour étudier toutes ces expériences de mort provisoire. Parce que la réanimation, ce sont souvent des comateux, et l'anesthésie, ce sont toujours, à condition qu'elle soit générale, des comas chimiques, réversibles et volontaires, ceux-là. Et c'est ça qui me passionne, savoir que devient la conscience pendant les comas et les anesthésies générales. Ça faisait partie des questions que je leur posais toujours. Est-ce que pour vous, c'était de l'ordre du rêve ou d'un rêve quand même très fort dont on se souvient bien? Et là, ils étaient toujours affirmatifs. Alors, ça n'a rien à voir avec un rêve. Pour eux, c'était un niveau de conscience plus aiguisé en fait que dans la vie quotidienne. Le rêve, c'était ici.
C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être entrés dans la réalité et en revenant ici, d'être dans une espèce de décor un peu de carton-pâte et avec un niveau de conscience réduit par rapport à ce niveau de conscience qu'ils avaient eu pendant l'expérience. Beaucoup de personnes disent « mais ces personnes ne sont pas mortes puisqu'elles sont revenues ». Mais elles sont revenues parce qu'on est allé les chercher, parce que des réanimateurs ont fait des réanimations. Mais on sait aujourd'hui, grâce au progrès de la réanimation, qu'on a des états de mort clinique au moment des arrêts cardiaques. Dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et donc, toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Et dans un certain pourcentage de cas, 18% chez les adultes et 65% chez les enfants, ces personnes nous racontent ce fameux voyage dans l'au-delà, cette incursion dans l'au-delà qui est tout à fait spectaculaire. J'ai eu un parcours tout à fait classique au niveau universitaire. J'ai fait des études de médecine, j'ai fait une spécialité psychiatrique. J'ai été vraiment formaté comme tout le monde pour penser que c'était la biologie du cerveau qui définissait le plus les comportements, la génétique, que la conscience était un produit du cerveau, que l'âme, si on en parlait, c'est que vraiment on était un illuminé ou qu'on appartenait à une secte. Enfin, j'ai vraiment été très bien formé pour être déformé. Et puis c'est petit à petit que la vie, des expériences que je n'avais pas recherchées, m'ont amené à prendre conscience qu'il existait autre chose, que notre petit moi était bien plus grand que ce qu'il ne semblait. Les choses sont en train de s'inverser. Mais pour l'instant, majoritairement, les scientifiques sont des matérialistes. C'est-à-dire qu'ils croient que toutes ces expériences vécues dans l'au-delà sont des hallucinations dues à un cerveau agonique. Et ils expliquent ça bien souvent. Je connais un scientifique qui explique ça sur les plateaux de télévision avec un petit cerveau en plastique et qui dit voilà, ça fonctionne comme ça parce que telle région, elle ne marche plus. Donc ça donne tel signe, telle hallucination visuelle ou autre. Ben non, il y a des cas où les personnes sont capables de décrire en situation ce qui se passe à des kilomètres de leur corps physique, qui sont capables de décrire la réanimation qui est faite au moment où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc ça, vous avez beau stimuler n'importe quelle zone du cerveau, vous n'arriverez jamais à recréer toute cette phénoménologie qui entoure ces expériences. Tous les éléments d'expérience de mort imminente qui ont été interprétés par des matérialistes comme étant dus à des phénomènes biologiques et tout, c'était toujours approximatif. Quand ils parlent par exemple de la lumière, oui mais non c'est la mort du nerf optique. Non, parce que la mort du nerf optique ou l'anoxie, le manque d'oxygène du nerf optique, ça donnerait une sorte de flash qui tout d'un coup s'allume puis s'éteint. Et puis il y aurait... Alors que l'expérience de lumière, c'est au contraire une lumière qui grandit, qui n'aveugle pas, et qui est associée à de l'amour et de la connaissance. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est pareil pour tout le reste. Beaucoup de scientifiques sont dans la croyance qui veut que la conscience soit fabriquée par le cerveau. Et là, on est arrivé en bout de course. Parce qu'on montre de façon rationnelle que lorsque le cerveau s'éteint, on a une conscience beaucoup plus performante. Ce qui veut dire qu'on est obligé de changer de cap. Des scientifiques ont investi des millions de dollars pour essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau, mais ce n'est pas dans le cerveau que se situe la clé de l'énigme. C'est en dehors du cerveau. Finalement, le cerveau ne serait qu'un filtre réducteur d'informations. Il fonctionnerait comme un poste de télévision, c'est-à-dire que lorsque le poste de télévision est éteint ou abîmé ou cassé, eh ben, le programme, lui, il continue quelque part. Nos 5 sens sont des filtres. C'est important de savoir qu'on ne voit qu'une partie du spectacle, parce que notre corps et notre cerveau ne sélectionnent qu'une partie du spectacle. Cette expérience de sortie de corps, elle se retrouve bien sûr dans les expériences d'arrêt cardiaque, mais elle peut se retrouver aussi dans d'autres états, des états de méditation, des expériences chamaniques. Tout ça, ce sont des moyens d'arrêter notre conscience analytique qui, elle, est dans la matière, qui est reliée à nos perceptions sensorielles. Dès que tout ça s'éteint, eh bien, on est relié à une autre forme de conscience que moi j'appelle la conscience extraneuronale intuitive et qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. La précognition, l'intuition, la médiumnité, l'inspiration, tout ça c'est du domaine de la conscience intuitive extraneuronale. C'est cette conscience-là qui nous échappe complètement. Est-ce qu'on va les verrouiller par sa conscience analytique ou est-ce qu'on va les accepter? Donc les médiums par exemple sont capables de les accepter et donc de les percevoir.
Et nous, on ne peut pas les percevoir avec nos 5 sens, donc on dit ces choses-là n'existent pas. Mais combien de choses ne peut-on pas comprendre et voir avec nos 5 sens? Beaucoup, y compris les ondes de nos téléphones portables, les émissions de télévision, tout ça est invisible, pourtant ça a une réalité, à condition de pouvoir recevoir l'information. Et en tant qu'enfant, par exemple, quand on nous dit non, tais-toi, tu racontes des bêtises, il y a des enfants qui disent il y a un monsieur, parce qu'ils le voient, parce que c'est une entité qui n'est pas montée. Tout est vibration dans l'univers. Il n'y a pas de raison que l'enfant, qui lui est moins encore dans la matière, il a accès aux 2 mondes encore. Mais nous, on ne les écoute pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur ferme les portes en disant tais-toi, c'est des bêtises. Le gamin, quand il ramasse des baffes, parce que, comme moi j'ai ramassé, à l'âge de 8 ans, j'ai fermé les portes parce que j'en avais marre de me prendre des claques, quoi. Alors il est sûr que les enfants ont très peu de conscience analytique. Et cette conscience intuitive qui est hyper développée explique un certain nombre de phénomènes, comme par exemple les visions médiumniques. Il n'est pas rare qu'un enfant joue avec des amis invisibles, des réminiscences de vie antérieure aussi. Donc tout ça, toutes ces informations, elles ne sont pas encore censurées par la conscience analytique. Ce n'est qu'après, aux alentours de 8-9 ans, que tout s'éteint progressivement, surtout si on est influencé par une culture ou une éducation qui dit que tout ça, ce sont des bêtises, qu'il ne faut surtout pas y penser. Moi, j'ai mon plus jeune de frère qui m'a téléphoné tout catastrophé un jour en disant il était malade et il s'est retrouvé au-dessus de son corps. Et il a eu peur et il me demandait en fait comment il pouvait reproduire ça. Je lui ai expliqué, mais il n'a jamais voulu reproduire. Ça lui a fait tellement peur. Mais parce qu'on nous fait peur par rapport à ça. Au moment de la sortie, il y a des phénomènes quand même très violents. Et les premières fois, c'est vrai, je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu peur, mais je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait. Parce qu'effectivement, il y a des sensations très particulières, très fortes, des secousses, des vibrations, des bruits violents, en fait, mais d'une force inouïe, qui résonnent dans la tête. Et puis d'un coup, tout s'apaise. Et puis on se rend compte, effectivement, mais qu'on est déjà loin de son lit, en fait, qu'on est léger. Donc on est dans un autre corps, un corps qui est extrêmement subtil, bien sûr, mais qui est un corps. En fait, je veux dire, il a la forme d'un corps, tout à fait. Et puis il est doté de propriétés intéressantes, ce corps, puisqu'il peut passer à travers les murs, monter au plafond, sortir dans la rue, comme ça, puis il peut se déplacer où il veut. Petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais faire des quantités d'expériences, en fait. Alors qu'ils ont laissé leur corps de côté et qu'ils n'ont plus besoin de leur corps pour exercer le pouvoir de leur conscience, et même leur conscience est démultipliée puisqu'elle est plus contrainte par le passage obligatoire des sens organiques du cerveau. Au contraire, elle est libérée de ça, elle voit à 360 degrés, elle est télépathe, elle se promène dans l'espace, elle rencontre des entités. Au contraire, la conscience est libérée des contraintes organiques du cerveau. Et quand vous revenez dans le corps physique, vous vous souvenez parfaitement de tout ça, et vous savez parfaitement que vous n'avez pas rêvé, parce que quelque chose a changé en vous. Enfin, vous n'êtes pas changé comme ça, mais au plus profond de vous, il y a quelque chose qui a changé, en fait. Et vous ne pourrez plus jamais être le même. De toute façon, il faut savoir que toutes les nuits, le corps astral sort. Donc, il connaît parfaitement la manœuvre pour rentrer, puisque toutes les nuits, il sort, toutes les nuits, il rentre. Alors, si on rentre normalement, c'est pas douloureux. On sent qu'on rentre dans quelque chose, avec le corps physique. On sent qu'on rentre dans le corps physique, donc on a une impression d'un coup de densité, une densité de raideur, un peu de poids, finalement, aussi. Maintenant, il y a un autre cas, c'est quand on rentre d'une façon inopinée. Par exemple, si le téléphone a sonné, qu'on est rentré d'un seul coup. Alors là, c'est vrai que le corps astral est rentré brutalement, il n'a pas eu le temps de faire la bonne manœuvre. Pas tout à fait. Donc là, le corps astral peut être un petit peu décalé par rapport au corps physique. C'est pas bien grave. Soit vous vous en apercevez quand vous vous réveillez, vous pouvez vous rendormir et le corps astral va refaire la manœuvre calmement. Et puis si c'est pas le cas, vous attendrez jusqu'au soir. Vous serez un petit peu vaseux, mais pas bien méchant. C'est pas bien méchant, et quand vous vous rendormez, ça se remet en place. Vous voyez, c'est pas des choses très très graves. Et ça, c'est uniquement dans les rentrées brutales. Mais il se passe la même chose toutes les nuits quand vous dormez. Si on vous réveille pendant un rêve en sursaut, vous ne serez pas bien non plus. C'est exactement la même chose qui se passe. Tous les univers, si vous voulez, sont superposés en quelque sorte. Donc ils s'interpénètrent les uns les autres. C'est-à-dire, l'astral, c'est là où on est aussi, en fait. Mais ça vibre à un niveau différent. La vision astrale est, disons, beaucoup plus riche que la vision physique. Quand je suis en astral, je vois ce qui est devant moi, c'est tout à fait normal. Je vois ce qui est sur les côtés, c'est normal. Mais je vois ce qu'il y a derrière moi sans du tout tourner la tête astrale. Vous voyez à travers un mur physique. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour savoir ce qu'il y a derrière, puisque vous voyez à travers le mur,
que vous voyez de quoi le mur est fait. Vous savez, vous voyez qu'il n'y a rien qui est immobile, il n'y a rien qui est mort finalement, il y a tout qui bouge. Hein. C'est d'ailleurs même une matière comme une table, etc. Vous voyez que c'est vivant, parce que c'est à l'intérieur, il y a des molécules qui bougent. Il y a d'autres arguments qui montrent que ce n'est pas une hallucination. Par exemple, des gens voient dans leur expérience des personnes décédées qu'ils ne connaissaient pas, et ils les reconnaissent après. Et Ben Alexander, ce neurochirurgien qui a fait donc cette incursion dans l'au-delà, qui lui était pourtant un matérialiste, a bien vu que ce n'était pas une hallucination, puisque dans son expérience, il a rencontré une femme qu'il ne connaissait pas, qu'il a accompagnée dans tout son voyage. Et 2 mois après donc la récupération de ce coma, il s'est aperçu que cette femme était en fait sa sœur biologique décédée, qu'il ne connaissait pas au moment de son expérience. Donc son cerveau n'avait pas imprimé son image. Au moment de l'expérience, son cerveau ne connaissait pas cette femme. Un décédé qui veut communiquer avec nous, qui disons est encore, il faut encore qu'il soit dans des zones relativement proches de l'astral terrestre, il ne faut pas qu'il soit parti, je ne sais où. Hein. Bon, comment il peut faire? Il peut procéder d'une façon très simple, c'est de choisir un moment où vous dormez et où vous rêvez. Et lui, le décédé, il voit très bien votre rêve, parce que votre rêve, il se déploie autour de vous comme une espèce d'hologramme, en fait. Hein. Que fait le décédé? Il va rentrer dans votre rêve. Il va faire partie du rêve, mais il se présente tel qu'il est, tel que vous pouvez le reconnaître. Et vous, le lendemain matin, eh ben, vous dites, tiens, j'ai rêvé d'un tel cette nuit qui est venu me voir, mais alors il avait l'air vivant, c'était incroyable, et vous êtes tout content. En réalité, c'est vraiment le défunt qui est venu vous voir. Ça, c'est la façon la plus simple de communiquer avec tout le monde, parce que tout le monde dort et tout le monde rêve. Maintenant, il y a aussi une autre façon de faire pour rencontrer un décédé, c'est si vous sortez de votre corps, consciemment, vous pouvez rencontrer un décédé en direct, hein, comme vous êtes en face de moi en ce moment, je peux aussi rencontrer un décédé qui sera en face de moi. Hein. Moi, je serai sortie de mon corps, je serai consciente, et lui, il sera dans son état habituel. Hein. Et là, on va parler, on va communiquer. Et là, je vais me rendre compte que le décédé est au courant de ma vie, enfin, en gros, et c'est ce que je fais, en fait. Hein. Ils ne nous voient pas de la même manière. Ils n'ont plus accès, ils te parlent, mais tu ne l'entends pas. Si tu n'es pas sur le même plan vibratoire que lui, voilà. Donc ils sont frustrés. Puis des fois, ils sont en colère. Il y en a beaucoup qui sont en colère. Puis il y en a, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Donc ils ont des accidents où ils meurent brutalement, d'un infarctus, d'une crise cardiaque. Et ils pensent qu'ils sont toujours vivants. Donc ils continuent à essayer de vivre leur petite vie, quoi. Et parfois, ils polluent même leur famille. Ils sont prisonniers tellement de la matière que même dans leur âme, ils n'arrivent pas à retrouver en fait le sens de la lumière. Et il faut prier pour les faire monter. Ils ont tellement peur de la mort. Si on est dans la certitude que nous sommes un corps et non pas que nous avons un corps, qu'au moment de la mort, il n'y a plus rien puisqu'on observe la décomposition de la matière. Mais si on accepte que nous sommes un esprit incarné, que nous sommes un esprit dans de la matière, on peut comprendre que lorsque ce corps est détruit, l'esprit continue à vivre parce qu'il n'a pas besoin de matière. Et ça, il n'y a que la physique quantique qui donne une approche rationnelle de ça. Mais la physique matérialiste nie ça. La physique matérialiste nie l'énergie, nie l'esprit qui est contenu dans le corps. Le matérialisme, ce n'est pas la science. Alors les matérialistes ont eu le génie, le coup de génie entre guillemets, de confisquer la science à leur profit en faisant croire que l'hypothèse selon laquelle il n'y a que la matière et tout n'est que le produit de la matière, y compris l'énergie, y compris la conscience, c'est un tour de force. Grâce à ça, au 19e, au 20e siècle, ils ont permis certains progrès scientifiques, mais ils sont limités maintenant, ils butent sur des choses qu'ils ne peuvent plus expliquer, qu'ils ne peuvent plus aider à faire progresser, puisqu'ils atteignent les limites de leur modèle. Cette expérience a complètement changé ma vie, et surtout a changé le regard sur la vie et sur la mort. Cette connexion aussi aux humains, cette facilité aussi à capter ce qui étaient les autres et à voir au-delà de toutes les apparences. Et puis j'ai surtout une relation particulière avec les êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres vivants, les animaux, les arbres, les plantes, les gens évidemment, hein, mais je veux dire ça a changé complètement ma relation, c'est-à-dire que je ressens vraiment la vie partout, dans tous les êtres, enfin ça donne un respect de la vie extraordinaire. Et ça ne change pas avec des mots, hein, c'est un ressenti qu'on a qui est complètement différent. Il y a des états qu'on a en méditation. Hein. Quand vous vous taisez à l'intérieur de vous suffisamment fort, quand quelque chose d'une certaine qualité de silence arrive, il advient quelque chose. Le problème de l'occidental moyen, c'est qu'il est dans une société de consommation.
Et lui, il pense que je vais devenir spirituel en 2 clics sur Google. Non. J'ai un seul message à dire, c'est que c'est du travail, mais du vrai. C'est vraiment une pratique. Et il y a des moments où on est loin de la pleine conscience. D'où la nécessité, tous les jours, de pratiquer, pour que ça vienne le plus souvent possible. Ce qui est paradoxal en sortie hors du corps, si vous voulez aller plus loin en niveau vibratoire, il faut s'ancrer au maximum. Par contre, ceux qui ont plus de facilité, ce sont les yogis, ceux qui pratiquent de la méditation. Pour ces personnes qui sont un peu dans l'énergie, ils ont plus de facilité. Pour pouvoir être en conscience, il faut d'abord faire taire la matière et le mental. Et pour ça, il faut aller tout doucement vers quelque chose de différent. Donc la méditation est justement quelque chose qui va amener cette ouverture au niveau du mental. Le mental, il a besoin d'être assoupli. Il a besoin de vivre des expériences parce que le mental, lui, il ne croit que ce qu'il a vécu lui-même. Alors l'ego aussi est un autre piège. De vivre ces états, on a un peu l'impression d'être quand même un surhomme. Surtout que ces personnes-là vont souvent développer certaines capacités. Alors ça peut être des capacités de guérison, des capacités de télépathie, de clairvoyance. Donc voilà, ça monte facilement à la tête. Donc c'est des choses auxquelles les gens doivent être très attentifs, vraiment rester dans une forme d'humilité par rapport à tout ça, parce que probablement que sur un plan évolutif, c'est pas le but de développer ces capacités. L'évolution de la conscience doit dépasser justement l'apparition de ces phénomènes. On a un corps qui est un outil formidable, mais qui n'utilise que quelques pourcents de ses capacités. On a ce qu'on appelle une antenne ici, éthérique, ou en tout cas une antenne émotionnelle qui est capable de capter les émotions sous forme d'énergie. Les gens qui sont en empathie, c'est parce qu'ils ont ouvert cette antenne éthérique. Et quand on ouvre cette antenne éthérique, on arrive à capter les choses d'une manière différente. On a notre troisième œil qui est connecté à la glande pinéale, mais on la détruit. Dans notre monde, on détruit notre glande pinéale. Vous vous rendez compte que vous avez un corps qui nous a été prêté par la Mère Terre pour pouvoir faire grandir en fait cette âme qui a besoin de vivre ces expériences dans la matière. Mais le but aussi, c'est de transcender cette matière, de transformer cette matière avec cette lumière. Dans la vie physique, tout est ralenti. C'est aussi son intérêt, c'est que pour bien comprendre quelque chose dans le monde physique, l'intérêt d'être intégré dans un corps physique, c'est que, vous voyez, quand vous êtes dans un corps astral ou dans un corps mental, vous avez une idée et instantanément, la création, le résultat est là. Et on nous fait descendre dans la vie physique pour qu'on ait le temps de comprendre des choses qui se passent trop vite là-haut. Et le but de la vie, justement, c'est de bien comprendre les réactions de cause à effet. C'est quand je fais quelque chose, comme il y a cette dimension temporelle qui ralentit tout, je vais avoir les effets, mais pas tout de suite. Donc vous avez bien le temps de comprendre, quand vous faites quelque chose, ce que ça va engendrer. Le but de nos incarnations, en fait, c'est l'évolution. C'est la compréhension aussi de ce qui se passe dans la densification des mondes. Si on remonte à la source de tout ça, il y a une seule et unique conscience. Et toutes les consciences dites séparées, qui ont l'impression de travailler pour elles et de ne rien avoir avec les consciences d'à côté, en fait sont les émanations de cette seule et unique et même conscience. Mais c'est comme si on ne le savait pas, c'est comme si c'était deux ruisselets qui s'étaient écartés l'un de l'autre et ne savent pas qu'ils viennent du même fleuve. Simplement, s'ils font le chemin inverse, ils s'aperçoivent qu'ils viennent de la même eau, qu'ils viennent du même océan. Donc, au départ, tout n'est que cette conscience. Et tout ce qu'on vit, on le vit à travers cette conscience. Et on le crée à travers cette conscience. Donc, travailler sur la respiration consciente, la méditation, parce que ça modifie la chimie et la manière dont le cerveau fonctionne. Les bouddhistes le savent très bien d'ailleurs. D'amener d'autres systèmes éducatifs, d'autres modes de fonctionnement au niveau des énergies. C'est ça que j'ai à transmettre comme message, de dire, ok, vivre une NDE c'est bien, mais derrière il y a un message extraordinaire qui est celui qui a été connecté à la lumière. Et surtout ne vous redéconnectez pas de cette lumière. Il faut rester connecté à cette lumière, parce que c'est le faisceau qui amène les informations. Et ces informations, c'est parce que le monde en a besoin. Rien n'est le hasard.
Moi, je n'ai pas vécu ma NDE par hasard. S'ils en ont peur, c'est parce qu'ils sont encore dans le monde de la densification. Il faut qu'ils se libèrent. Il faut qu'ils retournent et qu'ils se connectent à cette lumière qu'ils ont vécue, ce tunnel, et qu'ils le transmettent. Parce que c'est important qu'ils le transmettent. Donc ça, c'est un premier message. Et deuxième message, je pense qu'ils ont une mission importante qui est celle justement d'ouvrir les portes. Ils ont reçu une clé. Il faut ouvrir les portes avec. Respirez, apprenez à respirer, allez dans la nature, connectez-vous à la nature, essayez de vous connecter aux arbres. Il y a une grande sagesse là-dedans. Vivons les deux réalités dans la matière. N'ayons pas peur d'amener cette lumière dans la matière. Tous ces gens qui ont vécu ces expériences, qui ont vu que l'au-delà c'était quand même quelque chose de formidable, on pourrait se dire mais ils vont avoir envie d'y retourner, ils vont avoir envie de se suicider. Ben, non, pas du tout. Ils ont simplement compris que notre mission terrestre, notre objectif de vie, ça devait être savoir aimer les autres, donner de l'amour aux autres. Et c'est pas du tout retourner là-bas, retourner à la maison, c'est faire notre travail que nous avons à faire ici pour qu'à la maison ça se passe bien, quoi. Et ça, il faudrait que les enfants le sachent, il faudrait le dire aux enfants. Et si on veut changer de civilisation, eh ben, il faut s'adresser aux générations qui arrivent là. On se rend compte que les plantes ont une conscience et ont des émotions, qu'elles communiquent entre elles. N'en parlons pas des animaux et de leur intelligence et de leur conscience. Même des petites cellules ont une conscience ou des comportements montrant la conscience. Enfin bref, la science est en train de réenchanter le monde. Donc tout bouge sur la Terre, ça respire, ça échange, ça vit. Donc on peut dire qu'actuellement, il vaut bien mieux vivre et concevoir sa vie et ses valeurs de vie et ses rapports à la nature, au monde, aux autres, sur ce modèle-là, de la primauté de la conscience indépendante du cerveau et de la matière, que sur l'autre modèle. On a beaucoup moins de chances de se tromper. Et d'ailleurs, ce modèle-là est beaucoup plus intéressant, a de beaucoup plus grand potentiel que le modèle matérialiste qui vous dit, voilà, hors de la matière, il n'y a rien. Une fois que vous mourrez, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez réduit à néant, la vie n'a aucun sens. Donc profitez-en pour vous, dès maintenant, tirez tout ce que vous pouvez, et puis après, basta. Non, ce modèle-là, il est faux. En plus, il n'est pas intéressant. Si on me demande qu'est-ce que la religion, je dirais l'amour, tout simplement. L'amour. Et puis qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver, c'est la transformation de soi-même. C'est vraiment bien l'image de la chenille en papillon. Qu'on soit sur une tradition religieuse ou spirituelle ou pas, l'important c'est de se transformer, quoi, tout simplement. Et je sais qu'au-delà de notre conscience humaine rétrécie, limitée, c'est comme ça, eh bien qu'il y a une immense conscience qu'on peut appeler l'âme, le soi, qu'importe, et qui est notre véritable essence, quoi.